en juillet, il n'y a pas si longtemps. Je suis dans le bureau de Leila Richard Touma, fondatrice et directrice du cabinet Grey Search Africa. Et je suis dans son bureau pour parler de mon avenir professionnel, également du marché de l'emploi et du recrutement en Côte d'Ivoire. Super, merci. Merci de m'enregistrer. On échange longuement. Elle me propose aussi une fiche de poste. Finalement, ça ne matche pas tout à fait. Et puis un mois plus tard, elle me rappelle et elle me demande si je suis prête à m'occuper du guide des salaires. Le guide des salaires, il y avait une première édition très réussie. Donc, c'est vrai que c'était un gros challenge. Et elle me demande voilà, si je peux m'occuper de cette seconde édition. Comme d'habitude, Leïla me parle des 10 000 idées qu'elle a parce qu'elle est entrepreneuse. Donc, il faut sélectionner. Et j'accepte de relever ce challenge et ce défi. Donc, je suis très heureuse d'être ici avec vous ce matin pour vous présenter et pour lancer la deuxième édition du Guide des salaires de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Alors, ce que j'ai apprécié chez Leïla, parce que j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette femme entrepreneuse, pour cette femme franco-marocaine comme moi, vivant en Côte d'Ivoire depuis 5 ans, bon, un peu moins que moi 7 ans. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'elle m'a laissé cette liberté de créativité, de pouvoir proposer des partenariats, de pouvoir proposer de nouvelles choses. On a une version du guide qui est augmentée. Vous le verrez tout à l'heure, on aura un panel avec des personnes qui ont gentiment accepté d'être interviewées pour le guide. On a des articles de fond également, en plus des grilles de salaire. Donc vraiment, elle m'a laissé cette liberté de pouvoir proposer, d'être force de proposition. Alors, vous inquiétez pas, ça ne va pas durer trop longtemps. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire, en fait, vous allez me dire. Je vous raconte toute cette histoire parce qu'en fait, c'est juste l'histoire que j'ai vécue. Et c'est surtout pour vous montrer que le guide des salaires et cette aventure, c'est avant tout la rencontre d'un talent, comme vous tous, et d'un décideur, d'une décideuse plutôt, comme nombreux dans la salle. Donc, en tout cas, je suis très contente d'être avec vous ce matin, de lancer donc cette seconde édition du guide des salaires. Je remercie bien sûr toute l'équipe, la talentueuse équipe Grey Search Africa, et j'appelle Leïla Richard à venir s'exprimer, fondatrice donc du cabinet de recrutement Grey Search Africa. Bienvenue à tous, bonne arrivée à Kwaba. Bonjour à tous, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous ai tous devant moi. En fait, j'aurais été un peu plus cool, j'aurais pris mon téléphone et j'aurais fait un méga selfie pour envoyer à ma famille. Euh, moi, je vous explique un petit peu l'histoire et la raison pour laquelle on est tous réunis aujourd'hui. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire en 2016-2017 je suis partie d'un constat assez simple. J'ai voulu monter mon cabinet de recrutement et de chasse de tête. Tout en avançant dans les recrutements, tout en avançant dans la recherche de talents, je me suis rendu compte qu'on était face à une espèce de no man's land. Un no man's land dans lequel on avait des recruteurs, entrepreneurs, intrapreneurs, qui cherchaient à recruter mais ne connaissaient pas le juste prix, parce qu'au final, on a tous un business, on cherche à recruter au juste prix. Et on avait aussi des gens qui se positionnaient sur le marché du travail ou qui cherchaient à faire évoluer leur salaire et qui ne savaient pas sur quelle base se positionner. Peut-être que leurs prétentions étaient trop élevées, peut-être qu'elles étaient trop basses. Donc, on s'est dit chez Grey Search Africa, après avoir interviewé des centaines et des centaines de personnes, que effectivement, en tant que start-up, on va dire comme ça, ou en tant que petit business, on n'a pas beaucoup d'argent, mais par contre, on a des idées. Du coup, on s'est dit qu'on n'avait qu'à transformer toutes ces datas en des grilles salariales, en un guide, avec en plus une petite expertise de ce qu'on observe sur le marché. Donc, c'est un peu ça qu'on a essayé de faire il y a à peu près 18 mois, ou ouais, une vingtaine de mois. Et après, on s'est dit, bon, bah, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on va essayer de faire mieux, on va essayer d'aller plus loin, on va essayer d'être plus détaillé. Et on a du coup décidé de continuer nos investigations. On l'a poussé à plus de 4000 interviews cette année. Donc, je vous laisse faire le calcul, c'est énorme. Et je tiens à remercier, je vais les remercier encore, mais encore une fois, mon équipe parce qu'elle a travaillé les samedis, elle a travaillé les dimanches, elle a travaillé les soirs pour pouvoir atteindre cet objectif d'être là aujourd'hui.
Et ensuite, on a dû sectoriser tout ça dans 18 secteurs et 350 métiers en Côte d'Ivoire. Et on a essayé, encore une fois, de pousser un petit peu le challenge en catégorisant ça par année d'expérience. Donc, dans ce guide, vous allez voir la nouveauté, on sera sur du junior, entre 0 et 5 ans, du manager entre 5 et 10 ans, et du senior, senior plus, au-delà de 10 ans. Voilà, donc c'est un petit peu la nouveauté, ce qu'on a essayé de faire pour vous, parce que c'est un guide gratuit pour vous. C'est un outil dont que je vous demande d'utiliser et ça peut être une arme pour vous recruteurs et une arme pour vous salariés pour pouvoir négocier de meilleures conditions ou simplement un juste prix. L'autre nouveauté, c'est évidemment le Sénégal, où on a commencé à investiguer parce qu'on a un cabinet de recrutement panafricain. On a la chance de travailler au Togo, au Bénin, au Congo. On a fait aussi des recrutements parfois en Angola. On a fait des recrutements au Mali. Et évidemment, de par la croissance, on a un positionnement un peu plus fort au Sénégal. Alors, justement, comme on parle de croissance, je pense que ce serait intéressant de parler un peu de macro et de parler de chiffres, parce qu'on manque cruellement de data et comme vous l'avez compris, moi, j'aime les chiffres. La Côte d'Ivoire, c'est 7% de croissance depuis plus de 10 ans. Le Sénégal, c'est 6% de croissance depuis plus de 10 ans. Pour vous donner un équivalent, la Chine n'arrive pas là, surtout à l'époque du Covid, je crois qu'ils étaient à 1-2%. L'Afrique de l'Ouest, c'est 666 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendiez compte, mais c'est énorme. On est aujourd'hui tous acteurs de demain et on est tous acteurs du changement. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez participer à croître et c'est ça qui est très intéressant en Afrique de l'Ouest, c'est que vous n'êtes pas dans une croissance ou un état d'économie un peu morose ou un peu en décroissance ou certains pays développés qui vont être très fiers parce qu'ils ont atteint le 1,1% ou le 1,2%. Voilà, ici, on est sur des chiffres très intéressants et on a beaucoup de secteurs qui permettent de booster ça. On a l'immobilier, bien sûr. Je pense que vous n'avez qu'à regarder, vous allez voir le nombre de grues qui a à Abidjan et à Dakar aussi. C'est aussi boosté par les services financiers. Je sais qu'on a un DRH d'Ecobank qui pourra nous en parler. Vous avez aussi les startups avec beaucoup d'entrepreneurs avec de nouvelles idées qui essaient juste d'avoir la possibilité de pouvoir booster leur innovation et de pouvoir le tester et de faire un market fit ici. Tous les jours, vous allez voir des nouveaux noms de sociétés. Ici, on n'a pas peur du challenge. On n'a pas peur, tout simplement. Et c'est ça aussi que j'ai essayé, que j'ai voulu accompagner, c'est pouvoir, à mon petit niveau, pouvoir permettre de créer cet écosystème et cette croissance. Je dis souvent à l'équipe que nous, notre métier est un peu ingrat, un peu comme certains architectes. On est les acteurs invisibles de la croissance. C'est-à-dire que nous, on est simplement là pour entremettre un talent qui qui aura un challenge, celui de pouvoir assumer ses KPIs et de faire monter l'entreprise à un stade supérieur. Je vais vous donner des exemples simples et concrets. Si vous avez un très bon acheteur en 2022 et en 2023, et je vous conseille d'en avoir vu le prix des matières premières, vous pourrez garantir la pérennité de votre entreprise. Vous avez un mauvais acheteur avec de mauvais approvisionneurs, vous pouvez complètement perdre votre marge qui peut parfois être très faible sur certains produits, notamment agroalimentaires. Je pense que certains seront d'accord avec moi. Si vous avez un très bon agent immobilier, il pourra vous faire ce petit deal au prix que vous souhaitez et qui pourra vous permettre de peut-être avoir de la visibilité sur votre budget pendant plusieurs mois. Donc, voilà, c'est un peu ça qu'on essaye de montrer, c'est qu'au final, le talent, oui, effectivement, c'est une question de salaire, mais le talent, c'est aussi une question d'homme. Et je ne vais pas être longue, je terminerai juste sur ça parce que je vois que Sophia commence à me faire les gros yeux. J'avais deux constats. D'abord, j'aime comparer le manager au chef d'orchestre. On ne demande pas au manager d'avoir une compétence particulière, d'avoir une expertise particulière. Le manager, c'est comme le chef d'orchestre. Avec un geste, une décision, il peut créer soit l'harmonie, soit le chaos. Il va être capable de faire monter et de créer la plus belle des mélodies et de créer les plus beaux produits et les meilleurs chiffres d'affaires ou créer le chaos et faire faillite. Donc, si vous vous sentez chef d'orchestre aujourd'hui, vous avez un guide qui est votre baguette. Et j'avais un autre constat, et du coup, ce sera
ce sera ma conclusion et ma transition, et je pense que vous l'apprécierez. C'est que tous, vous avez soit été recrutés, soit recrutés. Okay. Tous, on vous a demandé une expertise particulière. On vous a demandé à savoir manager, on vous a demandé à être expert comptable, on vous a demandé des compétences en marketing, une compétence dans un ERP particulier. Oui, tout ça, on vous l'a demandé. Est-ce qu'une seule fois, vous avez écrit une fiche de poste dans laquelle vous avez marqué savoir recruter? Je ne pense pas. Et pourtant, c'est une compétence. C'est une compétence. Je vous redonne le parallèle de mon chef d'orchestre. Je pense qu'un manager, avant même d'être un expert dans quoi que ce soit, doit savoir être un bon recruteur. Et du coup, je vais vous laisser les experts en parler mieux que moi. On va faire ton selfie. On va l'envoyer à ta famille. Attends, ah non, quand même. C'est pas dans ça. Je te l'envoie après. Alors, comme on l'a dit, une des nouveautés du guide cette année, c'est le Sénégal, qui est donc un nouveau pays étudié. Et on va écouter Jenna Bafal, qui est Chief of Staff chez Wave, qui malheureusement est interviewée dans le guide, mais qui n'a pas pu être présente à Abidjan, puisqu'elle se trouve à Dakar. Donc, on va lancer la vidéo de Jenna Ba. Je suis chez Wave Mobile Money donc depuis un petit peu moins de 3 ans et j'ai rejoint la Côte d'Ivoire en tant que responsable des ressources humaines. Puis j'ai aidé à lancer les opérations People un petit peu partout en Afrique et notamment en Ouganda, au Bénin, au Togo, au Burkina, au Mali, en Gambie, avant de reprendre le Sénégal et ainsi être directrice des ressources humaines pour l'Afrique. Aujourd'hui, je suis Chief of Staff chez Wave, donc Chief of Staff pour notre Chief People Officer, ce qui veut dire voilà, gérer et l'idée en fait des projets stratégiques People et avoir des responsabilités exécutives pour notre Chief People Officer. Le Sénégal est un pays à fort potentiel puisqu'il dispose d'une population jeune et dynamique, de ressources naturelles également et d'une situation géographique stratégique. Alors, il regorge aussi d'opportunités d'emploi, les entreprises locales, les initiatives individuelles, donc l'entrepreneuriat, se développent de plus en plus. Le secteur privé au Sénégal est vraiment le principal pourvoyeur d'emplois. Mais malheureusement, le manque de compétences et d'expérience est la première cause de chômage chez les jeunes. Donc j'aime dire en général qu'il est important de pouvoir, dans le secteur public mais aussi dans le secteur privé, pouvoir développer les compétences, accompagner les jeunes et les moins jeunes dans la formation et pouvoir justement les accompagner dans leur plan de carrière. Ce qui bénéficie évidemment aux entreprises et qui nous permet justement d'anticiper le manque de talent sur le marché. Alors cet événement, vous l'aurez compris, n'aurait pas pu se tenir sans nos partenaires qu'on remercie. Donc, on peut les afficher à l'écran. Effectivement, on a des partenaires. Moi je viens du sponsoring et des partenariats. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, on remercie bien sûr 35 degrés Ouest. On remercie HA Properties, ça va se réafficher. Diamond, l'agence Lessing, l'agence Liaison aussi, la Badgency, Fin4 Africa, les éditions Coris, Fab Graphique. J'espère que je n'oublie personne, mais en tout cas, voilà, on voudrait chaleureusement vous remercier parce que sans vous, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Un remerciement aussi particulier à la structure qui nous accueille. Merci beaucoup, merci aussi à Cédric de nous avoir permis d'avoir cette belle vue sur Abidjan et d'avoir cette salle. Merci également à toute l'équipe de Grey Search Africa, toute cette talentueuse équipe que vous pouvez rencontrer. Vous verrez, on est tous habillés en noir, donc c'est facile de nous repérer. Bon, il y a peut-être d'autres gens, effectivement, mais c'est pas grave. Venez travailler chez Grey Search, c'est sympa. Et moi, je profite juste du micro
très rapidement pour faire un petit clin d'œil aussi, parce que idem, je ne serais pas en train d'animer cet événement si je ne les avais pas rencontrés. Je fais un petit clin d'œil au Club Excel, anciennement Girl Boss, et je fais un clin d'œil également à mon associé qui est dans la salle, Adicom, Africa Digital Communication, sans qui également je ne serais pas là et je n'animerais pas cet événement, parce que je m'entraîne sur Adicom, bien sûr. Alors tout de suite, on va passer à nos interviews d'experts et au panel. Juste avant, on va revoir une vidéo de Djenaba qui va introduire donc le sujet de notre panel sur le talent shortage ou la pénurie de talent. Alors, vidéo de Djenaba, si on peut avoir cette seconde vidéo. Ah, une petite attente. C'est bon. Une parfaite identification des besoins, donc des profils à recruter, est une étape clé dans l'acquisition des meilleurs talents. Il y a les réseaux sociaux comme LinkedIn par exemple sont excellents pour pouvoir attirer les candidats, mais aussi ce qu'on appelle les ATS, donc les Application Tracking System, permettent vraiment de pouvoir publier, partager les offres sur différentes plateformes, mais aussi ces ATS-là permettent d'avoir un processus d'entretien, de recrutement qui est vraiment fluide et souple. Il est important de développer la marque employeur pour qu'elle soit assez forte, pour qu'elle puisse attirer facilement justement les candidats et créer cet effet waouh pour que les candidats puissent rejoindre et envie de rejoindre une entreprise beaucoup plus facilement. Et pouvoir justement les valoriser, mais aussi valoriser les employés qui sont déjà dans l'entreprise. Enfin, je pense qu'il est aussi important de dire qu'il faut investir en learning et development, donc dans la formation interne et pouvoir accompagner les meilleurs talents dans leur plan de carrière. Donc je crois fortement que les formations internes ont un réel et un fort impact sur les performances des collaborateurs. Donc utiliser par exemple les leaders et les seniors pour pouvoir former les plus juniors qui ont une carrière prometteuse. Par exemple, l'Internal Academy, les mentorship programmes sont des exemples en fait de programmes et d'accompagnement qui vont permettre d'anticiper justement ce talent shortage. Je voudrais remercier vraiment très chaleureusement Leila et vraiment sa talentueuse équipe qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir partager ma passion avec vous et qui m'ont donné l'opportunité aujourd'hui d'être là avec vous. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses à venir et une belle réussite pour ce lancement du guide des salaires. Alors je ne suis pas avec vous aujourd'hui sur Abidjan, mais vraiment le cœur y est et j'espère qu'on pourra se revoir très bientôt à Dakar ou ailleurs. Alors, merci beaucoup. Vous voyez, on est dans la vidéo, dans l'audio. Donc voilà, donc le témoignage de Djenaba. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les interviews, tous les articles dans le guide des salaires. Ça y est, il est online sur www.greysearchafrica.com. Vous verrez dans l'onglet guide des salaires, vous pouvez télécharger le guide 2022-2023. Donc ne vous trompez pas, il y a la première édition et puis la seconde édition à télécharger. Maintenant, donc on va passer au panel. Au panel, le talent shortage, c'est notre sujet du jour, donc pénurie des talents. On va parler de retour d'expérience et je vous demande s'il vous plaît donc d'accueillir ici avec moi Élodie Philopon, avec qui je co-animerai ce panel, qui est chez 35 degrés Ouest. Merci de l'accueillir, qui est directrice de 35 degrés Ouest. Je souhaiterais accueillir également Diarra, qui est directeur des ressources humaines chez Ecobank Côte d'Ivoire. Bienvenue. Je souhaiterais également accueillir Laure Blédou, directrice éditoriale et marketing, rédactrice en chef chez Bayard Afrique. Et également Cédric Mango, co-founder et CEO du M Studio. Élodie, c'est bon, vous pouvez vous placer. Je vais juste passer le micro à Élodie et je vais aller en chercher d'autres.
Alors bonjour à tous, merci d'être vraiment venus en grande délégation participer à ce lancement, le lancement de ce deuxième guide des salaires par Research Africa. Avant de commencer et cadrer ce panel, je vais peut-être vous demander à chacun de se présenter rapidement, une minute, hein, un peu qui vous êtes, ce que vous faites et le background et pourquoi vous êtes là sur ce panel sur la pénurie des talents. Donc c'est pareil, Ahmed. J'ai failli dire honneur aux dames, donc ouais, c'est bon, comme ça. Parfait. Donc bonjour, donc je suis Ahmed Famandiara, je suis directeur des ressources humaines d'Ecobank. Je totalise environ 15 ans d'expérience dans le domaine des RH, donc j'ai eu la chance de surfer dans plusieurs secteurs d'activité, dans le recrutement avec RMO, dans les telcos, avec Ericsson, une multinationale avec des fonctions régionales, également dans la grande distribution avec CDCI en
ça crée beaucoup de désagréments, si vous voulez, dans le secteur bancaire. Après, si je veux aller sur une partie généraliste, en général, les PME ou les startups ont des difficultés de pénurie de talent sur tout leur métier. Pourquoi? Parce qu'il y a la marque employeur. Une nouvelle société, une nouvelle PME qui vient de s'installer aura des difficultés sûrement de moyens, ne pourra pas s'aligner au salaire du marché. Et du coup, vous allez chercher un jeune ou un talent qui ne connaît pas votre société. Tout de suite, il n'est pas attiré à venir dans votre société parce que votre société n'est pas connue. Donc ça crée aussi une pénurie. Ensuite, sur la partie salariale, vous n'allez pas pouvoir vous aligner parce qu'effectivement, quand on regarde le marché, effectivement, le guide pourra justement orienter les PME. Mais du coup, est-ce que les PME et les startups auront la possibilité, ce pouvoir-là de pouvoir aller au-delà des salaires qui sont pratiqués actuellement? Là est la grande question qui sera posée, en tout cas, pour les PME. Oui, je voulais juste compléter sur un point. La pénurie, c'était intéressant pour moi d'entendre la recherche des analyses crédit. Donc, on se dispute beaucoup les mêmes profils et en fait, il y a des profils qui sont extrêmement recherchés. Généralement, dans notre entourage, on connaît toujours quelqu'un qui cherche une nounou. Et ben moi, dans mon entourage d'intrapreneurs, d'entrepreneurs et aussi de personnes qui fréquentent des grands groupes, je connais toujours quelqu'un qui cherche un community manager et un infographe. C'est des gens qui sont très difficiles à fidéliser, très difficiles à capter. Et sur les community managers, en fait, là, on a aussi un petit problème de compétences parce qu'en fait, tout le monde estime en gros qu'il peut être community manager. Donc, on en revient aussi à la problématique de la formation. Je voulais juste évoquer. Grand sujet. Mais merci beaucoup, Laure. Cédric, tu voulais rebondir? Non, j'avais juste invité un peu de challenger EcoBank. Ça y est, ça non, commence. Non, mais Cédric, on n'est qu'au premier tour de table. Oui, non, c'est juste pour m'échauffer, C'est juste pour dire aussi qu'en fait, non, parce qu'en fait, les startups, hein, elles peuvent avoir, on va dire, un vrai impact, une vraie volonté de transformer les choses. Je dis pas que les banques le font pas, hein. Et donc, je pense que si les petites entreprises qui n'ont pas forcément un grand nom, si elles ont une vraie mission, un vrai objectif de transformer la société, de faire évoluer les choses, entre autres, des exemples comme Greysearch ici, où en fait, grosso modo, ils veulent faire évoluer la société en donnant aussi une partie de son temps. Je trouve que c'est aussi fort en fait qu'une grande marque, et faire partie d'une organisation petite, mais qui a une vraie volonté de faire changer les choses, de temps en temps avec un peu trop d'espoir et pas assez de réalité. Mais c'est un bon moyen, je trouve, de pouvoir recruter aussi des talents qui, en fait, iraient peut-être dans une plus grosse société avec un plus gros salaire. Et il y a un arbitrage entre volonté d'impact, taille du salaire, conditions de travail, qui, à mon avis, est un arbitrage intéressant que les petites entreprises peuvent un peu profiter pour lutter contre les grands groupes. Mais bon, c'est pour... ouais. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, je pense qu'ils sont en phase. On va continuer, mais merci beaucoup du coup. On va rentrer un peu dans le vif du sujet sur la pénurie des talents davantage. Moi, Laure, j'aimerais bien que tu nous parles de ton expérience de recrutement sur les réseaux sociaux. Alors, en tant que talent, mais aussi parce que tu te sers des réseaux sociaux aussi par rapport à tes recrutements. Donc, j'aimerais bien que tu puisses nous en parler. Alors, je voudrais déjà dire au passage à tous ceux qui cherchent un emploi ou qui veulent quitter leur entreprise, etc., que les réseaux sociaux, c'est une réalité. Mon poste chez MTN Côte d'Ivoire en 2013, je l'ai trouvé parce que quelqu'un avait publié sur Twitter l'offre et je connaissais personne à MTN Côte d'Ivoire à l'époque. Et mon poste actuel chez Bayard Afrique, je l'ai obtenu parce que j'ai été chassée, bon, j'aime pas trop ce mot, mais c'est le terme visiblement qui est employé, par un cabinet en fait qui avait publié une offre sur LinkedIn. Donc déjà voilà, donc j'ai l'impression d'incarner cette possibilité-là. Moi, sur mon utilisation des réseaux sociaux, en fait, les réseaux sociaux comme moi, j'ai besoin de personnes qui savent écrire, qui s'expriment, etc. En fait, c'est vraiment un moyen de sourcer et de me rendre compte en fait de leur capacité à écrire, des engagements qu'ils prennent, etc. sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, LinkedIn, Facebook. Je peux, par exemple, pour un community manager, voir s'il a lui-même déjà créé une communauté, s'il est capable de l'animer, où est-ce qu'en est sa page aujourd'hui, etc. Donc, je les utilise dans ce sens-là. Et je les utilise aussi parce que
paradoxalement, j'ai l'impression que parfois, on a tendance un petit peu à se plaindre en disant que il y a des manques de formation, etc. Moi aussi, je le signale. Mais ce qui est très paradoxal dans le recrutement, c'est qu'il y a aussi des candidats qui savent pas se vendre. En fait, ils savent faire plein de choses. Et quand vous les recevez en entretien, ils vous en parlent pas. Et moi, qui regarde beaucoup ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, je lui dis, mais en fait, là, à Angré, tu as monté une communauté de personnes passionnées par les voitures anciennes et tu m'en as pas parlé, en fait. C'est super intéressant. Ça veut dire que tu sais sourcer, fédérer, etc. Donc, c'est aussi pour ça que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Et j'utilise aussi les réseaux sociaux un peu, on va dire, en réponse du manque de moyens dans mon entreprise. Comme je ne peux pas toujours faire appel à un cabinet de recrutement, pour moi, les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de rendre public les offres, y compris sur mes réseaux personnels. Comme ça, les personnes qui plus ou moins peuvent me suivre ou qui connaissent des gens qui me suivent vont pouvoir voir que je suis en recherche. Et je rappelle que je cherche un expert digital. Alors, on va rester dans le digital. Juste quelques chiffres. On a 61% des professionnels RH dans le monde qui pensent que la pénurie de talents technologiques serait leur plus grand défi en 2022 et apparemment la situation va s'aggraver de plus en plus à horizon d'ici 2030. Donc ma première question c'est pour Monsieur Diarra. D'abord, quels sont les défis justement dans le monde de la banque par rapport à ce chiffre et est-ce que vous pouvez aussi nous parler des nouveaux métiers? Merci beaucoup. Alors, les défis sont nombreux au niveau du secteur bancaire. Je vais essayer d'en citer assez rapidement. Le premier défi, c'est la digitalisation. Au niveau d'EcoBank, nous sommes une banque digitale. Je ne sais pas si les concurrents sont là, mais nous sommes la meilleure banque digitale. Voilà. Nous l'assumons. Voilà. Alors, pour nous, c'est la continuité de la digitalisation. Il faut que nous allons continuer la digitalisation de tous nos services et produits. Ça, c'est une réalité sur laquelle nous allons continuer sur le défi. Le deuxième défi, c'est la technologie. On veut bien digitaliser, mais il faudrait que la technologie fonctionne. Il faut un support pour faire marcher cette digitalisation-là qui est extrêmement importante. Troisième défi, c'est justement, on voit beaucoup de services de telco. Donc, je pense il va falloir renforcer encore le partenariat avec les telcos. Aujourd'hui, nous avons une application qui nous permet d'aller du compte EcoBank de créditer, le compte EcoBank vers le compte Orange Money et vice-versa du compte Orange Money vers le compte EcoBank. Quatrième défi et non des moindres, c'est l'autonomie de nos clients. C'est une réalité parce qu'on va beau sortir de nombreux produits digitaux et aujourd'hui, même quand je vais en agence, on se rend encore compte qu'il y a des clients qui se déplacent pour venir demander leur solde. Et quand je vois ça, je suis encore choqué et je me dis qu'on n'a pas encore terminé. Donc le défi, il est encore majeur. Aujourd'hui, la banque se trouve sur le téléphone. On n'a pas besoin de se déplacer, mais il faudrait que on inculque justement cette culture-là à nos clients et ça nous permettra de nous concentrer sur autre chose. Donc, on a aussi ce facteur-là d'autonomie pour nos clients. Cinquième défi qui me vient à l'esprit également, c'est au niveau de l'expérience client. C'est extrêmement important que nous gérons le SAV, le parcours client, est-ce qu'il est douloureux, comment est-ce qu'on le règle, etc. Donc ça aussi, ça crée aussi de nouveaux besoins. Et puis dernier défi, c'est sur nos hommes, sur l'humain. C'est important parce que on va sortir énormément de produits digitaux. Du coup, le client ne viendra plus en agence pour des services basiques, mais par contre, il faut que nos équipes soient formées, soient prêtes à accompagner sur la qualité. Ce qu'on veut, c'est plus de proximité avec nos clients, plus de proximité sur les projets, accompagner les entrepreneurs, accompagner les particuliers, par exemple, qui veulent construire sa maison, etc. Il faut aller même au-delà du conseil, aller sur le terrain, visiter, s'intéresser aux clients. Donc, ce défi-là également, on est en train de le porter au niveau des équipes parce que si on arrive à tout digitaliser, on devrait avoir normalement le temps de mieux s'occuper de nos clients que aujourd'hui on part en agence, c'est vraiment 15 minutes, le gestionnaire n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de monde. Donc, on veut vraiment insister sur des rendez-vous de qualité avec nos clients. Donc, voilà un peu les différents défis qui pourraient au moins au niveau du secteur bancaire.
Merci beaucoup. J'en profite juste en fait pour dire, puisque Monsieur Paul-Henri Ettenard devait être avec nous ce matin et malheureusement n'a pas pu être avec nous et il s'en excuse. Donc il est directeur régional UMOA, directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire. Et dans son interview, effectivement, il parle de la pénurie de talent et aussi de la recherche d'experts. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Du coup, vous pourrez retrouver l'article en téléchargeant le guide des salaires sur greysearchafrica.com. Donc, merci, Monsieur Diarra. Maintenant, je me tourne vers Cédric. Cédric, est-ce que tu pourrais nous parler justement des potentiels pour la diaspora, pour les diasporas plutôt, sur cette pénurie de profils IT et puis la vision aussi du M-Studio? Non, bah, c'est pas facile, en tout cas, je veux dire, tout le monde a des problèmes de ressources IT dans le monde entier, c'est-à-dire vous êtes en France, il n'y a pas assez d'équipes, aux États-Unis, ça devient une vraie pénurie. Ici, il y a clairement aussi un manque de ressources techniques, donc on essaye de les importer au maximum. On a la chance en plus en Côte d'Ivoire d'avoir quand même 2-3 bonnes universités qui font sortir des gens qui sont de bon niveau, vraiment de bon niveau, et qui, même s'ils sont pas formés, peuvent vite se former. Il y a de plus en plus de formations digitales très concrètes, très pragmatiques, qui donnent la possibilité à des jeunes qui sont un peu, qui sont bien organisés, bien structurés dans leur tête, de pouvoir progresser facilement. Et puis il y a un autre élément qui, à mon avis, va vraiment nous aider ici. Sont tous les outils en fait de no-code et de low-code. Donc sans entrer dans la technique, en fait, avant on avait besoin de beaucoup coder et d'être un codeur, un programmeur, un ingénieur. Et de plus en plus, en fait, la technologie nous permet pour en fait développer soi-même des produits sans être un ingénieur et sans être un codeur. Et donc en fait avoir des fonctions produits, des fonctions de direction et se rapprocher de la technique grâce à du no-code et du low-code. Et ça, je pense que c'est un vrai outil qui va permettre d'aider les gens à progresser dans le digital et on va dire à diminuer le manque de ressources. Les AI aussi, on parle tous des AI en ce moment et tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu ChatGPT qui vient d'être lancé là, en début de semaine, totalement dingue, où en fait vous avez la possibilité de lancer la création d'un code source automatiquement en intelligence artificielle. Ça va changer beaucoup de choses dans nos vies. Tous ces outils-là, toutes ces technologies-là vont nous permettre, j'espère, pour des gens qui sont bien câblés, des gens qui ont eu la bonne formation, sans être des ingénieurs, de venir avoir une appétence au digital qui devrait pouvoir aider les entreprises. Merci beaucoup, Cédric. D'ailleurs, merci. Grâce à toi, j'ai pu tester Wix en juillet. Outil no-code pour les sites Internet. Alors, je vais passer la parole à Élodie. On va finir sur un dernier tour de table. C'est ça, sur les perspectives. Donc... C'est bon, oui, c'est bon. Donc, on est parti du constat, effectivement, qu'il y avait une pénurie de talents dans tous les secteurs, finalement. Souvent du fait d'enjeux structurels, donc des déficits de formation, des besoins de soft skills, et face à une difficulté de mise en relation entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Et ça, quand des entreprises aussi demandent des talents prêts à l'emploi, pour reprendre les mots d'Ecobank. Donc finalement, aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Quelles sont les perspectives quand on sait que chaque année, entre 10 et 12 millions de jeunes rentrent sur le marché de l'emploi en Afrique, alors qu'en parallèle, il n'y a que 3 millions. En parallèle, il n'y a que 3 millions d'emplois formels. On parle des jeunes, on parle aussi des femmes, on en a parlé. On pense à cette inégalité. Je crois qu'Ecobank est particulièrement engagé dans ça. Est-ce qu'il y a un mec qui veut dire oui, sur ça, on a plusieurs programmes. Déjà au niveau des jeunes, on a lancé un programme de jeunes diplômés au sein de la région UEMOA, parce que Ecobank Côte d'Ivoire est le hub de la région. Alors, sur ce programme, nous avons sélectionné un certain nombre de jeunes avec des tests, etc. Donc, aujourd'hui, sur le bureau de la Côte d'Ivoire, on en a 3 qui sont formés au métier de la banque. Avec cette formation, c'est un programme sur 2 ans, donc sur les métiers de la banque. Et à la fin du programme, ces jeunes, maintenant, devront s'orienter sur le métier sur lequel ils ont été attirés.
Et en ce moment-là, on leur fait un contrat en bonne et due forme. Ça, c'est la première partie. La deuxième étape, ça concerne effectivement les femmes. On a un partenariat avec l'organisme Cher, où nous avons financé la formation de 6 jeunes filles qui ont moins de 28 ans, qui sont formées au leadership, qui sont formées à l'entrepreneuriat. Donc également, c'est un programme sur 2 ans. Et à la fin de ce programme, il est prévu que ces jeunes dames-là soient justement intégrées au sein de la banque. Et le dernier programme que nous avons, bon, ça c'est le programme cher à notre DG, c'est le programme élevé qui est spécialisé, je pense, pour les femmes entrepreneurs. Et je pense que monsieur l'a dit, on est conscient que les femmes sont les leaders, pas parce que vous êtes là, mais c'est une réalité. Et dans ce programme-là, aujourd'hui, nous avons financé près de 1400 femmes avec environ 10 milliards annuels que nous avons mis dans les financements. Et ça participe aussi à l'inclusion financière, ça participe à l'autonomisation. Et aujourd'hui, nous avons lancé un programme de formation avec le GIZ sur 500 femmes sur la formation. Une fois qu'elles auront terminé cette formation, il y aura des mises en place maintenant de préfinancement en fonction de leurs différents projets. Voilà. On va voir une vidéo rapide du programme élevé. Si normalement, c'est OK. Si la technique... Je vais juste compléter quelques chiffres au niveau des cobanques. Au niveau de notre personnel, nous avons 51% d'hommes et 49% de femmes. Au niveau du comité de direction, nous avons 56% d'hommes et 44% de femmes. Notre objectif est de passer de vraiment à 50%, 50% au niveau du comité de direction. Quand vous prenez les business units, on en a 3 au niveau de la banque. 2 sont gérés par des femmes. Vous avez la direction également opération et technologie qui représente à peu près 50% de nos effectifs. Cette direction est également gérée par une femme. Et pour terminer, vous avez la direction des risques, qui est une direction assez centrale et importante pour la banque, qui est également aussi gérée par une femme. Donc, juste vraiment pour dire que c'est une réalité, cet engagement que nous avons auprès des femmes au niveau des cobanques. Voilà. Pour répondre à la formation d'entrepreneurs, l'entrepreneuriat est une des réponses aussi au chômage, si on veut, et surtout à l'accès à des emplois décents. Laure et Cédric, à votre niveau aussi, à votre niveau, comment faites-vous face à ces réalités et comment vous aidez vos collaborateurs à monter en compétences à votre niveau? Quelles sont les bonnes pratiques que vous souhaitez partager à la... Pour faire face à la réalité de la pénurie de talents, il faut, une fois qu'on a réussi à sourcer les talents, savoir les garder.
Et ça, c'est un job à plein temps aussi. Donc, l'onboarding est super important. J'ai réussi à le processer un peu de mois en mois et d'année en année. Et en fait, pour moi, l'onboarding d'une nouvelle personne qui arrive à Bayard Afrique, y compris un stagiaire, qui n'est pas là pour aller chercher des bananes et des cacahuètes chez la marchande du coin de rue, qui est vraiment là pour travailler. Donc, tout le monde est accueilli dans l'entreprise. Et en fait, pour moi, c'est le début de la formation. Parce que vraiment, je le rappelle, dans les industries créatives, il y a beaucoup de métiers qui sont nouveaux. Le secteur lui-même est très nouveau. Donc, en fait, tous les moments doivent être des moments de formation. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, je crois beaucoup à l'exemple. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est exemplaire en tant que dirigeant, mais on essaye de montrer des exemples. C'est un peu comme en éducation. Si on veut que nos enfants fassent quelque chose, bah, c'est bien de le faire avant. Si on veut qu'ils lisent, c'est bien de lire. Et si on a envie que nos salariés se forment en continu, il faut soi-même se former en continu et en parler en fait. Et oser dire, moi en fait sur tel secteur, je suis pas hyper à la pointe, je connais pas encore bien TikTok, etc. A priori, on pourrait aller chercher du business, du talent là-bas. Je vais faire une formation, je vous en parle, je vous explique quand est-ce que je la commence, quand est-ce que je la finis et je fais un petit partage d'expérience. La formation pour nous, elle est cruciale par rapport à la pénurie de talent. Et là-dessus, je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est que moi, j'ai mis 2 ans à apprendre l'existence du FDFP. Pour moi, c'était un acronyme complètement inconnu. Donc, j'étais quand même contente de les trouver, même si en fait, ils n'avaient aucune formation à proposer dans mon secteur à moi. Et que franchement, on les a aidés à monter la première formation en écriture de scénario, en allant chercher nous-mêmes la formatrice, en coécrivant les contenus. Donc, on est content maintenant qu'ils puissent la proposer et on espère que d'autres entreprises feront ça pour que le FDFP puisse proposer plus de choses adaptées à tout le monde. Et ensuite, sur la formation en continu aussi, je voudrais dire qu'on fait aussi appel, parce que c'est super les programmes des grandes banques qui ont souvent plein de sous, mais quand on n'a pas autant de sous, l'idée c'est aussi peut-être de s'appuyer sur des formations qui existent déjà ou des structures qui existent déjà. Donc nous, on fait aussi appel à l'agence Emploi Jeune, qui est un endroit où on va aussi chercher des talents, donc voilà, qui ont des profils peut-être plus éloignés, qui n'ont pas forcément de réseau, etc., mais qui souvent ont la niaque, et encore une fois, qui ne savent pas forcément bien vendre tout ce qu'ils ont en eux, mais qui souvent ont énormément de potentiel. Et donc, sur cette partie formation aussi, je voudrais dire qu'évidemment, on utilise largement Internet et toutes les formations aussi en ligne qui sont disponibles. Je demande constamment à mes équipes de chercher des formations qui les intéressent, des MOOC qui peuvent être gratuits, mais qui parfois coûtent $30, $40. Bon, ça, franchement, même nous, on peut le faire. Donc, on le fait, on leur offre. Et pour ça aussi, je leur ménage du temps. Donc, l'idée, c'est que le temps de formation, ça fait partie du temps de travail. Donc, si la personne, elle a repéré un MOOC, elle nous annonce au début de la semaine sur à peu près quelle demi-journée elle va le faire cette semaine. Et on s'organise comme ça au continu. Donc, vraiment, l'onboarding pour moi et la formation, c'est la réponse à la pénurie. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que l'onboarding très, très important. Je pense que c'est un des éléments clés, c'est un moment clé en fait de la relation entre un employé et une entreprise. Si je peux faire le parallèle, c'est un peu comme le premier baiser. C'est le truc dont on se souvient. C'est-à-dire, on peut pas se souvenir de tous les baisers qu'on a pu faire avec son épouse, mais le premier, en général, marque. Et en fait, l'onboarding, c'est un petit peu ça. Le fait de pouvoir, de pouvoir accueillir correctement au démarrage dans une entreprise, à la fois avant même que la personne arrive, quand la personne arrive et après qu'elle soit arrivée et pendant les 6 premiers mois, on parle souvent, vous savez, des 100 days plan. C'est un vrai sujet et il faut bien l'accompagner. Puis la formation. J'aurais à rajouter en plus de la formation, moi, c'est l'inspiration. Nous, on va pour essayer de motiver les gens aussi à évoluer, à progresser, de faire venir, en tout cas, on a pour objectif de faire venir 12 entrepreneurs d'Europe ou des États-Unis à venir présenter leur stratégie, leurs réflexions, à partager leurs problèmes avec des entrepreneurs ici. On le fera au sein du studio, mais on l'ouvrira à tous les entrepreneurs qui seront disponibles. Et je pense aussi que l'inspiration, en fait, le fait d'avoir des modèles devant soi et être inspiré par des gens, c'est aussi un moyen d'être motivé. Puis je rajoute un dernier petit élément. J'en profite pour faire une publicité pour une des startups qu'on lance dans le Startup Studio, qui s'appelle Lonia. On a pour objectif de lancer ce qu'on appelle un online degrees. Le online degree, c'est quoi? Il y a de plus en plus, en fait, maintenant, de pouvoir faire des formations en ligne. On peut faire des formations à partir de son mobile, des formations sérieuses qui sont certifiées. Il y a des sociétés comme Get Smarter en Afrique du Sud qui proposent des cours de Cambridge, de Harvard et de plein de choses qui sont vraiment intéressantes à des prix
accessible sans avoir à aller aux États-Unis pour faire Harvard. Et en fait, l'objectif de l'ONIA, c'est de faire la même chose avec des contenus de la Sorbonne, avec des contenus d'Assas, de grandes universités françaises, d'universités canadiennes, qui ont beaucoup de choses à apprendre. Et en fait, on peut le faire en ligne aujourd'hui. On peut être formé en ligne. Le mobile, en fait, est une bonne interface pour ça. Et on peut avoir un online degrees pour le mettre sur son CV. Des petites performances, des petites certifications, mais en fait qui permettent de faire progresser les gens. Voilà. Bien sûr, l'idée, c'est de continuer les échanges après pour ceux qui peuvent rester, mais on va déjà prendre 2 questions. Je ne sais pas si quelques personnes ont envie de poser des questions à nos invités. Tout était très clair. Ah. Je le dis tout le temps en réunion, c'est très inquiétant quand il n'y a pas de questions. C'est le plus inquiétant, franchement, quand il n'y a pas de questions. Alors, je pense qu'en fait, les personnes veulent vous parler en one-to-one. Ou alors qu'il y a la crainte de la première question, et donc je considère qu'elle est close, et j'invite à toute personne qui le souhaite à poser la deuxième question. Et la première était hyper intéressante. Exactement. Alors, la deuxième question. Ah. Elle est là. Merci. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est juste pour justement revenir sur le point du onboarding. J'ai eu justement une expérience très désagréable avec le onboarding ici en Côte d'Ivoire et vous avez absolument raison. C'est, je pense, quelque chose de fondamental lorsqu'on rejoint une entreprise et qu'on tombe amoureuse de cette entreprise-là durant le onboarding parce que quand on est à l'extérieur, on regarde ce qui se fait. Quand la communication elle est belle, on a une image waouh de l'entreprise. Mais quand on met le pied à l'intérieur de cette entreprise et que le onboarding est catastrophique, eh ben, tout de suite, on se dit on n'a pas pris la bonne décision. Donc, ce qui se passe, c'est que dans notre tête, on se dit automatiquement que on va pas rester en fait. On va pas rester longtemps. Donc, je pense que il faut vraiment pour tous les entrepreneurs ou les entreprises qui sont ici, vraiment focaliser votre temps, l'énergie sur le onboarding pour que quand on est un employé, on puisse se sentir accueilli dans l'entreprise dans laquelle on va travailler, où on va passer du temps, où on va parfois laisser notre famille, nos enfants pour rester là et vous donner de notre temps. Parce que finalement, c'est un contrat qu'on a ensemble et on doit se sentir assez à l'aise pour se dire, OK, moi, je vais laisser ma famille et je vais donner du temps à mon entreprise. Donc, voilà un peu ce que je voulais rajouter là-dessus. Merci. C'est une belle question. C'est pas chez EcoBank, j'espère. Non, c'est pas chez EcoBank. Alors, confidentiel, ok, très bien. Non, si c'est pas chez EcoBank, déjà, ça va. Et ça peut pas être chez EcoBank. Alors, je vais vous dire. Le onboarding, vous avez raison. C'est une étape cruciale. Qu'on soit grande entreprise ou petite entreprise, c'est une étape cruciale. Nous avons, et je vais donner une astuce, mais vraiment très simple, on prépare l'arrivée de nos ressources. On a une grosse entreprise, les processus sont longs pour commander une machine, pour avoir les accès, c'est la croix et la bannière. Donc, du coup, on anticipe, c'est beaucoup de bagarres en interne pour que lorsque la ressource arrive, déjà son ordinateur est prêt. Et je me rappelle une fois, on a accueilli quelqu'un qui a, souvent dans le parcours d'intégration, qui est arrivé chez le DG lui a dit, tu as eu ta machine? Il a dit, oui. Il dit, ah bon? Ben, okay. Donc, c'est pour dire que le marathon, il est assez fort. Donc, nous, déjà, nous anticipons sur cela. Deuxième chose que nous faisons, on fait un HR Welcome Coffee, c'est-à-dire qu'on offre des croissants, un jus d'orange, un accueil, et on demande au manager de cette personne d'être présente le premier jour. Donc, du coup, on est au moins une dizaine, et on reçoit, comme il se doit, la personne qui arrive, en tout cas au niveau d'EcoBank. Et c'est pas de la publicité, c'est une réalité. Toutes les personnes qui rentrent chez EcoBank ont un onboarding, ont un petit café, un petit croissant, un jus d'orange. On accueille la personne comme il se doit. Tous les accès sont prêts, les accès, les ordinateurs, etc. Tout le matériel, il est prêt. Et c'est extrêmement important que c'est une étape qui est cruciale. Si on rate cette étape, vous avez absolument raison. Si on rate cette étape, on se dit, ben, s'ils ne sont pas prêts le jour où j'arrive, du coup, durant tout mon cursus chez eux, ça risque d'être compliqué. Voilà. Donc, c'était pour justement apporter cette précision sur le onboarding.
Je pense qu'on va tous aller travailler chez EcoBank, alors on dirait. Hein. Ah, une troisième question. Ah, il y avait une autre question, Leïla. Non, j'avais juste un ajout. Ah, pardon. Juste un ajout par rapport à ce qui a été dit. Donc, du coup, j'avais dit que je parlerais plus, mais je vais quand même parler un petit peu. Il y a une chose qui a été dite et qui me semble aussi importante, c'est qu'à partir du onboarding, de la mobilité, de la formation, etc., nous sommes, enfin, en tant qu'employeurs, on est tous des ambassadeurs de la marque. Et créer l'onboarding, c'est important à partir du moment où on a créé une très bonne marque employeur à la base. Et je pense que c'est important. Je reprends l'exemple, j'ai travaillé chez Disney. Donc, je suis arrivée, j'ai eu ma petite tasse fée clochette, j'ai eu mon nounours. Vous avez le CEO de Disneyland Paris qui a ses petits nounours, etc. Et j'ai passé 3 jours à regarder des dessins animés, à apprendre l'histoire de Walt Disney, etc. Et en gros, on m'a dit, à la fin, j'ai compris, 3 jours après, Mickey, c'était mon boss, quoi. Donc, du coup, du coup, j'étais dévouée à Mickey et je faisais tout. Et on en fait la promotion en permanence. Et je pense que c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que l'onboarding, il se fait aussi avec les collaborateurs et il se fait aussi en amont. C'est-à-dire que quand vous cherchez à recruter, et je pense que c'est ce que Cédric fait très bien, eh ben voilà, je vois que Leslie est partout où il faut. Enfin, nous, en tant que cabinet de recrutement, on fait la promotion des marques aussi de nos clients. Voilà, du coup, je fais ma petite promo. Un cabinet de recrutement, c'est aussi ça, c'est aussi faire la promotion de votre marque employeur, de vous accompagner, etc. Bon, ça, c'était pas voulu, mais je me dis, je conclue comme ça. Juste sur le onboarding, un tout petit truc, 2 petites idées, toutes bêtes. Si la personne peut juste appeler 1 jour avant que la personne arrive ou 2 jours avant que la personne arrive, donner un tout petit coup de fil, juste pour dire bonjour, tu arrives bientôt, est-ce que tout va bien, et un côté un tout petit peu personnel à ça. C'est 5 minutes, mais ça fait la différence. Et après, un autre truc, c'est que le manager soit là une demi-journée à l'arrivée. Une demi-journée, c'est beaucoup. Parce qu'en fait, on se dit, oh là, une demi-journée, c'est énorme, une demi-journée, que je vais pas rester une demi-journée avec une personne alors qu'elle vient juste d'arriver et tout ça. Si, en fait, cette demi-journée-là, elle vaut énormément de temps. Et elle vaut énormément de temps pour le futur. Et donc, ça vaut le coup de l'investir. Merci. Il y a une troisième question. Troisième La question. dernière. Leïla l'a dit tantôt, il y a une compétence qui est de plus en plus recherchée, qu'on mentionne peu souvent, c'est savoir recruter. Et ce que je remarque, c'est que parfois, dans les offres d'emploi, on a l'impression qu'on recherche le talent, le super talent, mais limite le mouton à 5 pattes. Alors, c'est pour faire un lien avec la pénurie des talents. Est-ce que justement, il n'y a pas un problème au niveau de la rédaction des offres d'emploi, ce qui fait que les potentiels candidats hésitent à postuler ou s'y retrouvent même peut-être pas, parce que justement, on a l'impression d'en mettre tellement pour espérer trouver la perle, peut-être à cause de ces problèmes de formation, etc. Mais j'ai l'impression que ça biaise un petit peu le marché, du coup. Je me permets de rebondir. Je connais en plus la personne qui pose la question, que je salue. Non, je voudrais rebondir d'abord en rappelant que les premières personnes qui hésitent à postuler sont les femmes. Donc, n'hésitez pas à postuler. J'ai plus exactement les chiffres en tête. Peut-être que Leïla connaît cette stat mieux que moi. Mais en gros, les femmes postulent à partir du moment où elles remplissent 80 ou 90% des missions rentrées, mises dans la fiche de poste, alors que les hommes, beaucoup plus confiants, n'hésitent pas s'ils ont à peine la moitié en se disant mais bien sûr, je suis le candidat idéal. Donc, mesdames, n'hésitons pas, n'hésitons plus. Ça, c'est le premier point que je voudrais dire. Je parle vraiment par rapport à mon expérience. La deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est qu'en fait, moi, dans mon cas, par exemple, je pense que je mets souvent des offres un peu mouton à 5 pattes pour 2 raisons. La première, c'est parce que je suis une petite PME. Donc, on est 16. Donc, la vérité, c'est qu'une personne qui travaille chez Bayard Afrique, elle va faire 1001 choses différentes. Donc, c'est lié, en fait,
vraiment à la constitution de l'entreprise, l'organisation et au sous-staffing, ça c'est clair. Mais la deuxième raison, elle est aussi franchement bien attentionnée, c'est qu'en fait, moi je me dis, par exemple, sur les 5 pattes que je cherche, et ben en fait, si j'en mets 5, il y a plus de chances qu'il y ait une personne qui en ait 3. Je ne sais pas si vous voyez la mécanique en se disant, voilà, je vais peut-être quand même réussir à trouver quelqu'un, il aura peut-être pas tout à fait ça, mais il aura autre chose et ça pourra compenser. Et peut-être que je vais en profiter pour réorganiser différemment 2-3 choses. Donc, en tout cas, je pense que pour certains employeurs, c'est aussi dans une bonne attention et ça peut quand même, paradoxalement, permettre d'avoir plus de candidatures. Mais bon, je rappelle que je cherche un expert digital. Je suis pas expert en digital, mais je vais essayer. Alors, donc vous avez raison. Les entreprises sont exigeantes lorsqu'elles vont à l'extérieur, souvent même trop. Et encore plus exigeant quand on passe par un cabinet. Parce que nous, on n'a pas pu trouver. Du coup, on file le bébé, la patate chaude au cabinet. Et le cabinet aussi, malheureusement, joue le jeu de corser encore les conditions d'accès. Donc, du coup, quand tu reviens avec des profils, on est tellement surpris, mais comment est-ce que vous avez trouvé? Parce qu'on a lancé la même offre sur les réseaux sociaux, on n'a pas trouvé l'appel rare. Vous avez raison. Sur ça, je pense que il faut qu'on essaie d'alléger les offres, mais comme je l'ai dit, ça dépend des profils que nous recherchons. Aujourd'hui, si on recherche un profil de senior, quelqu'un qui a fait du management, on veut entre 7 et 10 ans d'expérience parce qu'on sait la particularité qui attendra, ou du moins le défi qui va attendre ce manager lorsqu'il va rentrer dans cette fonction. Ce que nous faisons en interne, et ce que vous dites justement en interne, on a eu la même réflexion lorsqu'on a commencé à ouvrir des postes en interne, lorsqu'on ouvre des postes en interne, c'était tellement corsé que personne ne postulait. Donc du coup, on a dû baisser un peu le niveau d'expérience demandé. On a baissé aussi le niveau d'études. Par exemple, si c'était des fonctions à bac plus 4, on est descendu à bac plus 2, bac plus 3, pour dire, vous pouvez y aller. Si c'était des expériences à 7 à 10 ans, on est descendu à 5 ans. Et là, on a eu un boom. Tout le staff a commencé à postuler, se dit, bon, enfin, on peut se mesurer sur ces différentes offres. Et là, ça a permis justement de challenger un peu les profils en interne et on arrive à avoir gain de cause. Donc, du coup, sur l'extérieur, je vois une main levée. Ouh là là, d'accord. Du coup, sur l'extérieur, il faut qu'on arrive à jauger la bonne offre pour nous permettre d'avoir le meilleur candidat. Parce que n'oubliez pas aussi qu'on paye malheureusement un service qui coûte et du coup, on est très exigeant. Et là, c'est aussi au cabinet de nous revenir en disant, baissez un peu vos prétentions, vos attentions, vos critères, parce qu'on n'arrive pas à trouver sur le nombre d'expériences que vous avez donné, sur le diplôme, etc. On n'arrive pas à trouver. Si vous redescendez un petit peu, on pourra vous trouver ces profils-là. Donc, le cabinet a aussi son rôle de conseil à jouer auprès des entreprises. Voilà. Alors, je suis désolée, je suis maître du temps. Je vous invite à continuer à échanger juste après. Excusez-moi. Par contre, je voudrais juste qu'on conclue en un mot de la fin pour chacun. Et puis, on va pouvoir continuer après. Il y a encore du café et des jus. Le mot de la fin, je ne sais pas, vive EcoBank. Hein. Je vais essayer d'être très rapide. Moi, le mot de la fin que je voudrais donner quand même, c'est partage ou solidarité. C'est pas forcément un mot qu'on entend beaucoup dans les entreprises. Avec Elodie, avant même de se connaître, en fait, vu qu'on travaillait dans les mêmes secteurs, on a commencé à se partager des CV. On l'a déjà fait plusieurs fois. En ce moment, je sais pas si vous savez, mais je cherche un expert digital. Et en fait, il y a une personne qui est dans la salle ce matin qui a passé des entretiens avec moi et qui, pour plein de raisons, ne correspond pas tout à fait au poste. Et donc, je l'ai invitée à venir ce matin. Donc, et vraiment sur ce partage, cette solidarité, cette bienveillance, je pense qu'elle a toute sa place dans le monde de l'entreprise et je voulais vraiment finir là-dessus. Non, moi, j'ai rien à rajouter à part de vous souhaiter de recruter les meilleurs talents. Voilà. Alors oui, tout
Tout à fait. Effectivement, comme tu le dis, Élodie, déjà merci à vous tous. Merci aussi à vous pour vos questions. Je vous propose qu'on continue. Chacun a donc une interview dans le guide. Vous pouvez retrouver également plus d'interviews avec Jenna Bafal que vous avez entendu en vidéo. Youssouf Kamara aussi, qui est depuis Paris, je pense, qui nous regarde en ligne et qui est DG de la Maison de l'Afrique. Donc, je vous invite vraiment à lire son interview. Merci vraiment pour vos retours d'expérience, pour vos partages de bonnes pratiques. Je vous libère tous parce que je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, vous décideurs et vous talents. Donc, merci encore. N'oubliez pas de télécharger le guide sur greysearchafrica.com. Bonne journée.